Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 29 novembre. Voici le programme. Tous coupables, ils m'ont marié de force. C'est le livre publié par Nour aux éditions Ballant. Un ouvrage bouleversant où l'auteur met en avant son mariage de force avec son cousin à l'âge de 18 ans. Elle évoque aussi la violence et l'insensibilité de sa famille envers elle. Julien Leroy a recueilli son témoignage. Le mardi, c'est le jour de votre page culture dans le 7-8. Au programme de ce soir, les 40 ans d'art gravure, la programmation et la rénovation du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et une exposition totem de l'amitié à la médiathèque de la Verrière. Le mardi, nous partons également à la rencontre des chefs cuisiniers yvelinois. Ils vous livrent leurs recettes avec leurs propres astuces pour que vous puissiez ensuite les reproduire chez vous. Cette semaine, c'est Éric Voiron des Terrasses de Clairefontaine qui vous cuisine son œuf poché. Et nous partirons aussi à la découverte d'une distillerie en Vallée de Chevreuse qui produit du whisky, du rhum ou encore du gin. Mais tout de suite avec moi en plateau, Gabrielle Gontier, journaliste de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter les informations d'aujourd'hui. Oui Mathilde, dans l'actualité aujourd'hui, on a la remise des prix 2022 du label Ville et Village Fleuri. Alors 12 villes ont été récompensées dans les Yvelines. On parlera également de la visite de la ministre déléguée en charge de l'égalité hommes-femmes à Saint-Germain-en-Laye. Et notre chiffre du jour, lui, sera consacré au prix du Pass Navigo. Et donc ce sera dans quelques instants. Avec nous également Lionel Maceta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. La scène nationale a ouvert ses portes en 1993, cela va bientôt faire 30 ans, et vous prévoyez des travaux, des grands travaux de rénovation. Alors, qu'est-ce que ça va concerner? À quoi on peut s'attendre? Ça va être juste, les travaux devraient commencer pour les 30 ans, c'est-à-dire en septembre 2023. Ça va être un travail de rénovation intérieure des deux salles, et puis une extension du théâtre sur le parvis pour y construire des espaces de convivialité, restaurants, brasseries, lieux d'attente, billetterie, etc., etc. Des grands projets en perspective. Un projet intéressant. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Avec nous également Chantal Roumi. Bonsoir. Bonsoir. Et Catherine Delmel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les deux membres de l'association Art Gravure Sky. Cette année, vous fêtez vos 40 ans. Alors ça représente quoi pour vous les 40 ans de Art Gravure? Un grand événement parce que nous faisons chaque année des portes ouvertes au moment de décembre. Mais cette année, on va leur donner une coloration toute particulière. On les veut très festives. On veut s'amuser parce qu'on a 40 bougies à souffler sur notre gâteau d'anniversaire. L'atelier existe depuis 1982. Donc voilà, on est tout heureux d'inviter tout le monde à venir souffler ces bougies. Et on en parlera dans quelques instants également. Mais tout de suite, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel devrait être très nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 6 degrés à Mantes-la-Jolie et 5 degrés à Versailles, Rambouillet et Houdan. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert, comptez 7 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles. Il fera environ 6 degrés à Rambouillet. Et demain, ce sera la Saint-André. Le point maintenant sur l'information du jour dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier. On commence par l'image du jour. Oui, cet après-midi avait lieu la remise des prix 2022 du label Ville et Village Fleuri. Créé en 1959, il garantit une démarche d'amélioration de la qualité de vie, une gestion durable des espaces paysagers et publics et le respect de l'environnement. Alors, de nombreuses villes yvelinoises ont été récompensées. Boinville, Angatois et Saint-Germain-en-Laye ont reçu la 3e fleur. Des prix spéciaux ont également été accordés à Saint-Cyr-l'École qui remporte le coup de cœur du jury cette année et l'animation de la démarche revient à Elancourt. Alors dans les Yvelines, 68 communes sont labellisées et 12 villes et villages ont été récompensés. Plus tôt dans la journée, l'Institut Women Safe and Children de Saint-Germain-en-Laye a reçu une visite ministérielle. Oui, ce matin, Isabelle Lonvirom, donc la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'est rendue à l'Institut Women Safe and Children. La structure accueille les femmes victimes de violences et leur offre un accompagnement. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre les violences intrafamiliales. À noter que la ministre était accompagnée de son homologue belge, Sarah Schiltz.
Un mot de sport maintenant avec le match de l'équipe de France qui va se dérouler demain. Oui, alors l'équipe de France est déjà qualifiée, vous le savez, c'est donc l'occasion pour le sélectionneur Didier Deschamps de faire tourner son effectif. Le Pissiaquais Matteo Guendouzi, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille de 23 ans, devrait être titulaire pour ce match. Et demain dans l'émission, nous recevrons Guy Galanty, président du club de foot de Morpa, qui viendra débriefer sur ce match. Et votre chiffre du jour ne va pas satisfaire ceux qui utilisent le pass Navigo, Gabriel. Oui, et ce chiffre, c'est 90. Ça ne vous a pas échappé, j'imagine. D'autant plus si vous prenez les transports en commun. Le 7 décembre, le conseil d'administration doit voter le nouveau tarif du pass Navigo, 90 €, soit une hausse de 20%. Mathilde, en cause la perte de recettes liées à la crise sanitaire ainsi que la hausse des prix de l'électricité. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, cible dans les colonnes du Parisien hier la responsabilité de l'État, son indifférence également face aux voyageurs franciliens. Actuellement, le prix du pass Navigo mensuel s'élève à 75 € par mois. Dimanche dernier avait lieu le Salon du Livre. Oui, on revient sur la 5e édition du Salon du Livre qui s'est déroulée ce week-end à la Commanderie des Templiers d'Elancourt. Auteurs, éditeurs, libraires se sont réunis sur le thème « Quand le cinéma et le livre se rencontrent ». Parmi les personnes présentes cette année, l'actrice Evelyne Dress, présidente d'honneur du Salon, le journaliste Nelson Manfort ou encore l'acteur et écrivain Thierry Carbonnière. Après une coupure liée à la crise sanitaire, les organisateurs et les auteurs étaient heureux de se retrouver malgré une fréquentation en légère baisse cette année. Et vous avez une info de dernière minute, Gabriel. Oui, une dernière information tragique. Un drame s'est produit ce matin au Port-Marly. Un motard est décédé ce mardi sous les roues d'un camion de 28 tonnes sur la départementale 113. Une route considérée comme très accidentée par le maire de la commune, Cédric Pempa-Marine. Merci beaucoup Gabriel Bontier pour ces informations. Un mot sur la grève des chauffeurs de bus à Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez retrouver les lignes qui circuleront demain avec les horaires prévus sur le site internet www.trafic.skibus.fr. Les horaires seront mis à jour dans la soirée. Et si vous aussi vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous le communiquer en utilisant le hashtag 78news. Et on passe tout de suite à notre page culture. On en parlait en début d'émission il y a quelques instants. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines s'est lancé dans de grands projets de rénovation. Mais avant de parler de ces travaux, Lionel Massetta, quelle est la programmation de cette année et de l'année 2022-2023 ? Quelles sont les têtes d'affiche ? Il y en a beaucoup, en fait. Quelle est la programmation ? Il y a 60 spectacles et 180 représentations, donc ça fait beaucoup. Les têtes d'affiche à venir, il y en a pas mal. Il y a Avishai Cohen qui ne va pas tarder. Il y a le rappeur Youssoupha également cette fin de semaine. Il y a un Blanche-Neige très particulier. Il y a un Sacre du Printemps très particulier aussi. Il y a un chorégraphe hip-hop brésilien, Bruno Beltrao, qui arrive au mois de décembre également. Donc la programmation est particulièrement fournie. Avec au programme de la danse, de la musique et du théâtre. C'est le principe du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, c'est-à-dire que c'est une scène pluridisciplinaire. On essaie de programmer tous les styles, toutes les esthétiques du spectacle vivant. Alors on va parler un peu de la fréquentation des salles de spectacle. Car ne prenez pas cette mine quand vous dites fréquentation. Selon une étude de Médiamétrie, en tout cas, 48% des Français ne vont plus au théâtre et 28% y vont moins souvent. Alors est-ce que c'est le cas sur la scène nationale ? Depuis le début de la saison, on est aux alentours de 90% de taux de fréquentation. C'est-à-dire qu'on a un taux de fréquentation qui est supérieur à la saison 2018-2019, c'est-à-dire la saison juste avant le Covid. Donc c'est un rebond qui est très impressionnant. Je ne veux pas dire qu'il nous surprend parce qu'on a tout fait pour, y compris pendant cette période de crise sanitaire. On a été vraiment, toutes les équipes ont été très présentes sur le terrain. On a changé, modifié nos moyens de communication, nos outils de communication. Et l'année dernière était une année de reprise où on était aux alentours de 70% de taux de fréquentation. Et là, dès cette année, alors avec des habitudes qui changent un tout petit peu dans les réservations, beaucoup plus de réservations de dernière minute, mais au final, la quasi-totalité des salles sont quasiment pleines. Donc on est très heureux d'avoir fait et poursuivi ces efforts pendant ces 2 années et demie qui étaient fort compliquées.
Gabriel? Oui, vous parliez de la crise sanitaire. Est-ce que l'inflation aussi qu'on connaît actuellement n'empêche pas les gens de venir au théâtre ? Pour l'instant, ça ne se ressent pas, mais ça va se ressentir à un moment ou à un autre. Et puis l'inflation ne va pas se ressentir uniquement dans le fait de sortir ou de ne pas sortir au théâtre, elle va se ressentir dans nous, les contrats que nous signons, les prestations que nous avons, dans certainement les subventions que nous percevons. Donc ça touche quelque chose de beaucoup plus large qu'uniquement la sortie des spectateurs. Mais pour l'instant, et grâce aux subventions que l'on perçoit du département, de l'agglomération de Saint-Quentin, bien entendu, de la région et de l'État, on peut maintenir des tarifs bas, ce qui permet à beaucoup de gens de sortir. Et puis on a aussi des tarifs qui sont très spécifiques en fonction des ressources des personnes, des situations des personnes qui viennent nous voir. Vous vous engagez à rester accessible finalement. C'est notre mission. Et alors, en septembre, vous allez lancer des grands travaux. On en parlait un tout petit peu en début d'émission. Qu'est-ce que ça va concerner? Est-ce que vous pouvez nous le redire plus en détail? Oui, en fait, c'est pas nous qui allons lancer, c'est l'agglomération, puisque c'est l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est propriétaire du bâtiment, l'agglomération et les partenaires financiers de ce projet. Lorsque le théâtre a été construit en septembre, il a ouvert en septembre 93, il était finalement assez différent des plans qu'avait conçu l'architecte initial Stanislas Fischer, puisqu'il devait y avoir sur ce qui est l'actuel parvis, il devait y avoir un espace bar, restaurant, il devait y avoir également une réserve et des ateliers de décor à l'arrière du bâtiment. Ça n'a pas été fait pour des raisons de coût et de maîtrise des coûts que l'on peut comprendre. Et aujourd'hui, ces éléments manquent. Et avec l'agglomération qui est sur une réflexion, plus qu'une réflexion sur la requalification de ce qu'on appelle l'hypercentre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la question qui s'est posée, c'était quelle est la place d'un théâtre qui est au bout de l'avenue du Centre, c'est-à-dire qui est visible à 2 km de l'endroit où il se trouve, qui est dans un lieu hyper passant, et comment est-ce qu'on peut travailler sur le théâtre pour en faire un élément de lien, non pas un bâtiment intimidant, c'est pas un jugement sur l'architecture de ce bâtiment, moi que j'aime beaucoup. C'est un bâtiment imposant. Mais c'est un bâtiment, imposant ou intimidant. Comment est-ce qu'on peut faire un lien entre ce bâtiment et cette place qui va être requalifiée, où il y aura un peu plus de place pour les piétons. Et en fait, le projet qui a été choisi par l'agglomération de Saint-Quentin et ses partenaires, c'est un projet qui est un trait d'union, qui fait du parvis un véritable trait d'union entre le bâtiment et la place. Parvis qui va être couvert de façon extrêmement élégante et qui va pouvoir accueillir un restaurant assis, une brasserie où on pourra grignoter un peu plus rapidement, un espace de détente et bien entendu la billetterie qui sera aussi un espace de déambulation qui redonnera à l'intérieur du théâtre ses qualités et qui fera du théâtre une véritable balade architecturale. Donc un restaurant qui sera ouvert et une brasserie qui seront ouverts midi et soir. L'idée, c'est que le théâtre vive au quotidien. Oui, le projet, si je comprends bien, c'est de rendre ce lieu plus convivial. Oui, de lui donner des attributs et des qualités qu'il n'a pas entièrement aujourd'hui. Qui est en charge de ces travaux ? L'agglomération et les partenaires ont choisi une jeune agence qui s'appelle l'agence Fagard Fontana et Léninger, qui était sur les 68 agences qui ont postulé, qui faisait vraiment partie des outsiders et qui est certainement celle, et c'est pour ça qu'elle a été retenue, qui tenait compte à la fois de l'existant et des marqueurs du grand bâtiment actuel, c'est-à-dire l'arche, la verrière, la façade de façon Auguste Perret, qui avait des préoccupations écologiques et qui avait des préoccupations une possibilité de transformer et d'utiliser de manière différente ce grand espace qui est créé et que les archis ont baptisé un grand lobby urbain. Donc cet espace peut être utilisé de plein de façons différentes. Donc toutes les qualités étaient là pour que ce projet soit retenu, y compris des questions de coût et de facilité de mise en œuvre de ces travaux. Justement, le coût, vous le savez rapidement ? Oui, il est aux alentours de 8 millions d'euros avec un soutien des partenaires à hauteur de 5 millions d'euros, donc 3 millions d'euros qui restent à la charge de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, merci Lionel Massetta d'être en plateau avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. On part à la découverte d'une exposition maintenant à la médiathèque Aimé Césaire de La Verrière. Totem, c'est l'œuvre des habitants des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le reportage réalisé par Grégory Canalet et Régine Ralèche. Lancer de dés, attribution d'une boîte, sélection de matériaux et place à la création.
Ce sont les règles que s'était fixées Agathe Bezeau pour réaliser l'exposition. Ludique, le processus de création se faisait autour du jeu et tous les Yvelinois étaient invités à participer. En fait, quand les médiathèques m'ont sollicité sur ce projet, donc le brief c'était de faire une action collective qui relie les publics, j'ai proposé cette notion de totem parce que ça m'intéressait d'être dans la construction de l'amitié. Et il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'être habité ici ou ailleurs. On est relié par un lien un peu indéfectible qui est invisible mais qui est là entre humains en fait. Et je trouve que c'est ce qu'elle met en valeur et en lumière. C'est en juillet dernier qu'Agathe Bezeau a démarré son processus de création. À partir d'ateliers de rue, l'exposition a pris forme dans plusieurs villes de Saint-Quentin en Yvelines. Notre action culturelle au sein de l'agglomération, c'est entre autres de créer du lien entre les habitants, de créer du lien entre les villes et de faire corps pour créer cette identité de territoire à laquelle nous sommes attachés. Des copies de l'œuvre finale seront exposées dans chaque médiathèque de l'agglomération, et ce, de manière définitive. L'association Art Gravure fête ses 40 ans cette année. Ce sera le week-end du 3 et du 4 décembre prochain. Pour en parler, Catherine Delmel, présidente de l'association Art Gravure, et Chantal Roumy, secrétaire de l'association. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour fêter ces 40 ans ? Alors, pour ces 40 ans, on a bien sûr notre gâteau avec les 40 bougies dont je parlais tout à l'heure. Mais nous avons une exposition sur nos murs de gravures qui sont de format 40 sur 40. Le chiffre 40 va revenir de manière constante. Cette exposition, elle va présenter des gravures de toutes sortes de techniques et les graveurs seront là, présents, pour répondre aux questions des visiteurs, pour leur expliquer. Il y aura aussi des démonstrations, ce qui pourra encore mieux faire comprendre la technique de la gravure. Il y a aussi des livres d'artistes, des objets en tout genre, des petits sacs, des tote bags, des cartes, des créations comme des pins, des boîtes. Vous pourrez aussi... Il y a également une tombola. Oui, voilà, il y aura cette animation de tombola. Ça, c'est pour faire... animé. Il y aura 40 gravures. Alors ces 40 gravures, à gagner, elles seront toujours de 40 sur 40, mais dans les 2 jours, il y en aura 20 un jour et 20 un autre jour. Et puis il y aura un buffet qui sera constamment présent pour accueillir nos hôtes. Voilà, il y a dimanche un petit intermède musical, violon et percussion. Enfin bref, on espère une ambiance familiale tout autour de cette technique qu'est la gravure. Gabriel ? 40 ans d'anniversaire, c'est un succès avec toutes ces années. Qu'est-ce qui fait le succès d'Art Gravure finalement ? Alors le succès d'Art Gravure s'est construit petit à petit, au fur et à mesure de se faire connaître dans les différentes communes de l'agglomération. On a travaillé dans plein d'expositions. On a eu beaucoup de projets, voilà. On a eu de cesse de vouloir de faire connaître cette pratique rare. Nous sommes les seuls dans toute l'agglomération et donc depuis 1982 où cette association a été créée par Colette Kounen, on a eu de cesse de développer cette pratique, de faire connaître cette pratique. Et dans nos statuts, il y avait la règle d'or, c'était qu'il y ait justement un enseignement, donc des cours dispensés. Et ils sont dispensés donc depuis 40 ans par nos professeurs. Il y en a eu 3 en tout. Et aujourd'hui, c'est donc Valérie Loiseau qui s'occupe donc de 4 cours dans la semaine, un le soir. Comme ça, c'est relativement nouveau pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir venir le soir. Et c'est une manière justement de faire perpétuer le savoir autour de la gravure. Ah oui, certainement. Et puis, nous avons aussi un beau patrimoine avec nos machines. Oui. On a 4 presses pour la taille douce. On a une presse pour le bois. Disons qu'on a aussi une presse, mais bon, que l'on utilise moins pour la typographie.
On a aussi tous les caractères. Bref, c'est c'est un atelier qui a vraiment tout pour travailler la gravure. Alors que ce soit les techniques plus anciennes, que ce soit les techniques plus modernes. On sent que vous êtes passionné par la gravure. Pourquoi cette passion ? D'où vous la tenez ? Parce que, en fait, on a découvert, quand on la pratique, on découvre beaucoup de techniques différentes. Et finalement, et qu'on arrive aussi à combiner. Et puis, évidemment, c'est aussi le fait que ce soit convivial, qu'on se retrouve ensemble à créer. Et ça, c'est toujours extrêmement agréable. Et puis, on apprend toujours. Oui. Parce qu'il y a de nombreuses techniques entre les techniques anciennes et puis jusqu'aux techniques contemporaines qui se développent même encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant. En fait, vous avez des matériaux très différents. Vous passez du cuivre, vous passez au zinc, et puis tout d'un coup, vous pouvez prendre du plexiglas, vous pouvez prendre du carton, vous pouvez prendre du bois. Tout ça sert comme support à la gravure. Donc vous avez vraiment une palette très très riche de techniques. Je dirais presque que c'est jubilatoire d'avoir tout ça devant soi et de pouvoir créer. Alors, Art Gravure fête ses 40 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend fière particulièrement en tant que présidente, en tant que secrétaire de cette association ? Oui, moi, ce qui nous rend fiers, c'est qu'on a quand même eu pas mal d'obstacles à surmonter avec le Covid là récemment, parce qu'on a dû fermer. C'était pas évident. On peut remercier nos adhérents aussi parce qu'ils ont contribué quand même à nous aider à survivre, on va dire. Combien d'adhérents environ ? Une quarantaine. Oui. 40, toujours le chiffre 40. Le chiffre. Voilà. Et oui, alors on est fiers parce que on se donne beaucoup de mal pour se faire connaître, pour rayonner dans toute l'agglomération. Donc depuis ces 40 ans, avec toutes les expositions que nous faisons, chaque année, on a des projets chaque année. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Parce que je rappelle que nous sommes tous bénévoles, à part notre professeur qui est salarié. Mais donc voilà, on fait une exposition pratiquement chaque année dans toutes les villes de l'agglomération, à Montigny, à Plaisir, à Guyancourt, etc. Et aussi, à l'extérieur, on a même fait des échanges avec les États-Unis et l'Italie, et aussi inter-associations en ayant fait venir aussi des relieurs. Parce que reliure et livres d'artistes, ça pouvait marcher ensemble. Donc voilà, beaucoup d'échanges et beaucoup de... On est fiers aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un patrimoine entre les mains qui s'est effectivement donné depuis 1982. Avec la succession des professeurs, succession des présidentes, mais ce matériel qui est d'une grande qualité. On a des presses qui datent une qui date de Gutenberg. De Gutenberg, voilà. Donc un patrimoine qui et on en est fiers. Voilà, on a envie d'en prendre vraiment soin. Merci Catherine Delmel et Chantal Roumy d'être venues en plateau pour en parler avec nous. Si vous êtes intéressés, rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains à la zone d'activité des 4 Havres. Et si vous êtes amateur de VF, quand vous regardez un film, vous avez sûrement déjà entendu sa voix. Donald Renew est dans le métier depuis 30 ans. Parmi sa voxographie, Titeuf, Andrew Garfield ou encore Jesse Eisenberg. Et chose que vous ne savez peut-être pas, Donald Renew a grandi à Bois d'Arcy. Il est l'invité de Mélanie Poquet dans un nouveau numéro du VYP. On regarde un extrait. Je suis tombé dedans petit, par un petit coup de pouce, mais j'ai entretenu cette chance. Mais j'en faisais pas un objectif. Et le doublage n'avait pas la hype, la visibilité qu'il y a maintenant. Mais c'est vrai que c'est cool, hein, c'est un parcours atypique. Et puis par le chant, et pourtant vous chantez pas souvent. Je crois que ça part La Reine des Neiges 2. Ouais.
C'est vrai que c'est pas mon fort, le chant. Ça me permet d'avoir des rôles souvent chez Disney, parler, chanter, mais je suis pas proprement parlé chanteur parce que je m'en sens pas les capacités. Donc en comédien, je suis capable de proposer 10 versions différentes par prise et qui ont rien à voir. En chant, je suis capable de chanter juste, ça s'arrêtera là. Donc je peux pas interpréter plus que ça. Alors, Reine des Neiges, on est arrivé presque à aujourd'hui, mais au début, vous dites des chants, des voix additionnelles. Et le premier rôle, vous tapez quand même très fort. Andy, Toy Story. Ouais. Enfin, c'est pas le premier rôle, mais en tout cas, c'est le premier vrai gros rôle qui m'a lancé, effectivement. C'est vrai que le bouche à oreille après ce film-là a été énorme. Et voilà, vu qu'on est dans les Yvelines, j'étais au collège Mozart et j'ai arrêté le collège traditionnel le jour de l'avant-première pour partir en cours par correspondance. Et il m'avait dit que c'était pas un métier de faire comédien. Donc voilà, je pense que vous êtes la preuve vivante que... le contraire. Mais je peux comprendre parce que c'est un métier qui fait peur, c'est un métier qui est précaire. Moi, je m'en sors très bien et qui est très hasardeux, mais c'est vrai qu'on peut très vite avoir des longs moments sans travailler. Donc je peux comprendre qu'ils étaient inquiets, mais je suis content d'avoir eu raison et de croire en moi. C'est la fin de notre page culture. Retour sur l'actualité dans le département. On en parlait en tout début d'émission. Tous coupables, ils m'ont marié de force. C'est le livre publié par Nour aux éditions Ballan. Un ouvrage bouleversant où l'auteur met en avant son mariage de force avec son cousin à l'âge de 18 ans. Julien Leroy a recueilli le témoignage de Nour. Je vous propose d'écouter un extrait. Alors, vous avez grandi dans une fratrie de 7 enfants, d'une famille originaire du nord du Maroc. Vous parlez d'une famille très traditionnaliste, avec des coutumes, je cite, farfelues. Et puis à l'âge de 18 ans, vous apprenez par votre cousine que votre cousin marocain voulait demander votre main. On vous expliquait que c'était comme ça. Dans la famille, on se marie qu'entre nous. Et lors de vacances au Maroc, juste avant votre retour en France, votre père vous a imposé un mariage avec cet homme. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? J'ai été trahi. Je pense que je ne réalisais pas l'ampleur des choses à ce moment-là. Vraiment là où ça m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand on m'a emmené chez le médecin me faire un certificat. Et que voilà, j'ai essayé de demander de l'aide. Et j'ai écouté une de mes sœurs qui me disait de faire semblant et arriver en France. Comme ça vous pourrez rentrer au plus vite et... En fait, même signer les papiers, je ne savais même pas ce que je signais. Ouais. Je ne savais même pas que c'était pour enclencher la procédure. Et je précise, quand vous parlez de certificat, vous parlez du certificat de virginité, c'est ça ? Oui. Donc le médecin vous dit que voilà, votre père est votre tuteur, c'est lui qui vous l'a imposé, donc vous ne pouvez rien faire. Je n'avais pas le choix. Voilà, de force on vous le fera, même si vous refusez. Et alors, ce moment qui est terrible, une fois que vous retournez en France, votre famille a dû partir au Maroc pour s'occuper de votre grand-mère qui était souffrante. Et là, vous décrivez la violence terrible et cruelle de votre cousin qui était venu en France. Vous étiez seul avec lui dans l'appartement familial. Cet homme vous a violé, insulté. Il a même filmé l'acte en disant que vous lui apparteniez. Et malgré les appels à l'aide, auprès de votre famille, personne ne vous croyait. Et cet homme est accueilli comme un roi. Comment vous expliquez le fait que votre parole n'avait pas d'importance vis-à-vis de cet homme ? Je suis une femme. On ne croit pas à la femme. C'est l'homme qui est roi, qui décide, qui a plein de pouvoir sur la femme. Comment ça se passe au quotidien, je sais pas, par exemple dans votre travail, je sais pas si on peut en parler. C'est très difficile. C'est difficile. J'ai dû changer de travail, car il y avait beaucoup d'hommes où je me sentais pas bien, je me sentais mal, étouffé, et j'avais l'impression de revoir ces... En antenne, vous me demandiez si vous étiez coupable de quoi que ce soit. Encore aujourd'hui, vous avez des doutes là-dessus ?
Oui. Je me dis que j'ai forcément fait quelque chose pour en arriver là, Et pourtant j'ai toujours été droite, j'ai toujours... Et il y a aussi ce moment où, à l'hôpital, vous y allez pour des problèmes de santé, et le médecin vous apprend que vous êtes enceinte de votre cousin. Vous aviez le sentiment de porter l'enfant du diable. Et vous parlez dans le livre de la culpabilité de cet avortement que vous avez dû faire. Est-ce que vous pouvez me dire davantage par rapport à ça ? J'ai fait quelque chose de grave. Je pense que je n'avais pas le choix. Si mon cousin l'aurait su, soit il m'aurait tué, soit je serais encore avec lui de force. Et s'il apprend que j'ai avorté de son enfant, il est capable de tout. Mais oui, je portais l'enfant du diable. Et à la fin du livre, vous dites qu'écrire, ça a été votre thérapie. Vous n'aviez plus que votre plume comme amie, vous l'écrivez dans le livre. Qu'est-ce que ça a représenté d'écrire ce livre pour vous, Nour ? Beaucoup de choses. Honnêtement, je pensais pas être encore là au jour d'aujourd'hui. Quand j'ai écrit mon histoire, je pensais vraiment à mettre fin à ma vie. Et j'ai envoyé tout ça à ma meilleure amie pour laisser une trace. Et justement, vous en parlez aujourd'hui, vous avez un mari, vous avez un enfant avec ce mari aussi. Oui. C'est eux qui vous donnent la force d'avancer aussi. Oui. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux femmes qui vivent ce que vous avez vécu ? Elles doivent en parler et ne pas se taire. Ne pas avoir honte. Ne pas se sentir coupable surtout. Surtout parler. Merci beaucoup Nour, merci pour ce témoignage que vous nous avez livré aujourd'hui. Merci. Et pour ce livre que vous avez écrit, ce livre bouleversant. Merci infiniment à vous. Et le témoignage sera à retrouver en intégralité prochainement sur notre site internet et sur notre antenne. Le MEDEF au nom des employeurs et la CFDT au nom des salariés organise jeudi prochain à la mairie de Versailles une matinée consacrée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et pour en parler avec nous, Florence Mercadet-Choquet, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi cette réunion vous a paru nécessaire ? Alors, elle nous a paru nécessaire parce que les choses évoluent quand même relativement doucement et on a toujours une problématique de discrimination à l'embauche. Il faut savoir que sur les chiffres, à peu près 70% de discrimination sont liées à un handicap de la personne qui vient se présenter. Donc, il y a des mesures, il y a des moyens, il y a des obligations, des contraintes, des sanctions. Et les entreprises ne sont pas forcément toujours informées de l'étendue et de la portée de cette loi. Donc c'est une information avec plein d'acteurs du secteur des personnes en situation de handicap qui viennent pour informer, expliquer. Et il y aura des témoignages également qui seront développés. Oui, justement, la loi oblige les entreprises à employer 6% des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elle est bien respectée ? Vous venez de le dire que les entreprises n'étaient pas forcément au courant. Alors, elles ne sont pas forcément au courant. Alors, cette loi concerne toutes les entreprises sur l'obligation d'avoir des personnes en situation de handicap. Mais les sanctions et l'obligation des 6% ne concernent que les entreprises de plus de 20 salariés.
Alors, il y a plusieurs types de sociétés. Il y a des sociétés qui disent non, je ne veux pas embaucher de personnes handicapées parce que c'est déstabilisant, parce que ci, parce que ça. Il y a des sociétés qui aimeraient recruter des personnes en situation de handicap, mais qui n'en trouvent pas. Enfin, il n'y a pas ils n'arrivent pas à recruter de personnes dans ces situations-là, qui sont à 4-5%, mais qui n'arrivent pas à atteindre les 6%. Alors, il y a d'autres solutions pour atteindre les 6% qu'une embauche en direct. Mais on est à 4,6% de taux d'emploi nationalement, donc on n'y est pas aux 6% encore, même s'il y a des progrès et des améliorations. Dans les faits, les sanctions, elles sont vraiment appliquées, elles sont vraiment mises en place ? Oui, elles sont appliquées. D'accord. Elles sont appliquées et elles peuvent être lourdes, puisque la sanction maximum, c'est quand une société, pendant 3 ans, volontairement n'embauche pas de personnes en situation de handicap et ne fait rien. La condamnation, c'est 1500 fois le taux horaire du SMIC par le nombre de personnes handicapées qui auraient dû être embauchées. Et vous dites que dans certaines entreprises, ils n'arrivent pas à trouver des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a aussi un peu de mauvaise volonté de leur part, finalement ? Je pense pas. Je pense pas, parce que le taux de chômage, c'est 8,4% des demandeurs d'emploi qui sont des personnes en situation de handicap, mais 60% des personnes en situation de handicap arrivent quand même à avoir peu ou prou un peu de travail. Donc les choses avancent. Et les sociétés qui n'arrivent pas à recruter, qui sont à 5%, déjà, si elles sont à 5%, c'est déjà beaucoup, en fonction du nombre de salariés, bien évidemment. Mais 5%, c'est déjà beaucoup. Et elles sont de bonne volonté quand elles disent « Nous, on aimerait atteindre le taux de 6%. » C'est leur intérêt. Le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui ne le disent pas. Parce qu'elles ont peur justement de discrimination, de se faire exclure, d'être stigmatisées dans l'entreprise, parce que 80% des personnes en situation de handicap sont des handicaps qui ne sont pas visibles. Et donc elles n'osent pas le dire. Alors ça se décoince un peu. Là, on arrive quand même à évoluer sur ce point-là avec des personnes qui osent dire qu'elles sont en situation de handicap. Et quels sont les préjugés les plus répandus au sein des entreprises ? Qu'elles n'arriveront pas à s'adapter, qu'on aura du mal à les faire travailler, que ça coûte cher, qu'il va falloir faire de l'adaptation, ergonomie et tout ce qu'on veut. Sauf que les sociétés ne savent pas qu'il y a des aides, les AGFIP ont débloqué des aides, que les dépenses sont déductibles. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui peuvent venir. Je pense que l'argument de l'économique n'est pas un bon argument. Après, c'est sur l'insertion, en disant oui, ça fait faire des efforts. Alors que très franchement, faire de la diversité est quelque chose de riche. Et c'est ça qu'il faudrait que les entreprises comprennent. Et c'est là-dessus, sur tous les aspects positifs et sur ce côté-là, qu'on va insister jeudi matin, le 1er décembre, lors de cette conférence qui va durer à peu près 3 heures, ce qui nous permet d'avoir le temps d'entendre surtout des témoignages pendant cette matinée-là. Eh bien, merci Florence Mercadet-Choquet. On rappelle que cette matinée est ouverte au public et qu'elle a lieu ce jeudi 1er décembre à la mairie de Versailles. Un peu de sport à présent. On va prendre la direction du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il a accueilli la 3e étape de l'UCI Track Champions League. Il y avait du spectacle dans les tribunes avec plus de 3000 spectateurs. Le reportage de Michael Elmidoro et Grégory Canalet. Des lumières, de la musique, une piste qui s'illumine. Bienvenue sur la 3e étape de l'UCI Track Champions League, un événement programmé pour la première fois au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et qui réunit les meilleurs pistards mondiaux avec un objectif en tête pour les organisateurs, casser les codes. L'ADN de l'UCI Track Champions League, c'est vraiment de fabriquer de l'entertainment autour du cyclisme sur piste, donc des animations à travers de la nouvelle technologie. On va conserver exclusivement les formats les plus impressionnants en matière de sport, toujours autour du cyclisme sur piste, et c'est vraiment pour se démarquer de ce qui peut se faire d'habitude et de continuer à développer cette pratique, d'attirer encore plus de monde, des familles, comme ce qui se fait en Angleterre, à Berlin, d'attirer tout ce monde-là en France et plus particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome national. Au total, plus de 3000 spectateurs sont venus voir ce spectacle ce samedi 26 novembre. Le show il est très bien, ils ont mis de la musique, il y a de l'ambiance, avec un jeu de lumière, ça change de l'habitude, ouais. C'est mieux comme ça. Mais je pense qu'ils ont trouvé le bon principe pour faire vibrer les spectateurs
et faire venir tous les passionnés de vélo dans les vélodromes. Le public a pu voir une victoire de la favorite locale Mathilde Gros. La pistarde qui s'entraîne dans la structure s'est imposée face à la Colombienne Marta Bayona. En vitesse, elle termine deuxième sur le Keirin. C'est toujours des superbes émotions. En plus, il y avait beaucoup de monde, donc non, c'est cool. Ma famille toujours au même endroit dans les tribunes. Non, franchement, ça fait que des bons souvenirs pour toute ma vie, quoi. L'UCI Trek Champions League devrait revenir l'année prochaine pour une nouvelle édition, au plus grand bonheur des spectateurs. Noël approche à grands pas et vous avez peut-être déjà votre calendrier de l'Avent. Si ce n'est pas le cas, Mathilde Rimbert propose des calendriers de l'Avent et de l'après sur une centaine de thèmes différents. Mais alors qu'est-ce qu'un calendrier de l'après? Réponse dans le reportage de Céline Charles. Comment tenir son verre de vin, composer son menu de Noël ou encore apprendre les bonnes manières à table, le tout en 25 cases. C'est ce que propose Mathilde Rimbert avec ses calendriers de l'Avent fait maison. Donc les 25 bisous avant Noël, spécialement pour enfants entre 2 et 10 ans à peu près. Donc à l'intérieur, on va avoir chaque jour une idée de bisous. Donc là, on a le bisou magique. Les parents vont s'amuser à bisous sur le nez, bisous éléphant. À la base, le calendrier de l'Avent, c'était vraiment une affiche avec des petits dessins à l'intérieur. On n'avait pas tous ces calendriers à chocolat, à objets, etc. Donc j'ai vraiment voulu reprendre cette idée. Des calendriers de l'avant, mais aussi de l'après, sur des thèmes différents. Tradition du vin, posture de yoga, mariage ou encore naissance. Plus de 100 modèles de calendriers sont disponibles. Depuis chez elle, Mathilde chaperonne de A à Z leur fabrication. L'idée, c'est de faire travailler des illustrateurs toujours dans un style un petit peu enfantin ou dans l'esprit de Noël, qui eux m'envoient une illustration de base et moi ensuite sur Illustrator je viens appliquer donc le gabarit où on retrouve chaque petite case qui elle après va être découpée à la machine. Tout est coupé et rainuré, donc ensuite on passe au collage. La plus grande partie des calendriers se vend entre octobre et décembre. Mathilde en assemble un peu plus de 200 par jour en cette période. Des calendriers à glisser entre le bouquet de fleurs et les chocolats qui sauront vous faire attendre Noël avec plaisir. Ils sont à retrouver sur le site calendrierévénement.fr. Vous avez déjà votre calendrier de l'Avent, Gabrielle? Oui, moi je suis restée sur un calendrier plutôt traditionnel, le classique calendrier au chocolat, mais j'ai découvert des choses, et vous? Non, moi j'ai pas encore mon calendrier de l'Avent, faudrait que je m'y mette parce que c'est jeudi, le 1er décembre. Arrive vite. Je vous propose maintenant de partir à la découverte d'une des 3 rares distilleries artisanales d'Île-de-France, La Fabrique à alcool. Elle est située à Péqueuze, à la limite des Yvelines et de l'Essonne. Elle distille du whisky, du rhum ou encore du gin et produit près de 20 000 bouteilles par an. Le reportage de Céline Charles. Bonjour, Christophe Astori, je suis un des 2 fondateurs de la distillerie La Fabrique à alcool. Distillerie que j'ai fondée avec Eric Hainaut, mon associé, en 2017. On fabrique essentiellement ici donc, des spiritueux, du whisky, du gin, de la vodka, des rhums arrangés. Donc la matière première du whisky, en fait, c'est du malt d'orge que l'on reçoit ici. C'est du malt qui vient de la région du Berry. Le malt, on va le transformer dans une sorte de farine, on va concasser les grains et cette farine va monter dans la salle de brassage. Donc c'est toute cette partie-là. À l'intérieur, en fait, il va y avoir un mélange entre la farine et l'eau qui va être brassée, donc vraiment dans le sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment mélangé, comme pour fabriquer une bière. Et le liquide en fait, qui en sort, qui en résulte, va être pompé dans des cuves qu'on appelle des fermenteurs et dans lequel on mettra de la levure. Et le liquide va rester fermenté en fermentation pendant 3 à 4 jours. C'est en train de créer de l'alcool en fait, tout simplement. Et donc ce liquide qu'on appelle du mou de bière, donc qui est comme une bière traditionnelle dans lequel il n'y a pas de houblon, c'est ce qui fait vraiment la matière première du whisky.
On charge cet alambic avec 1300 litres de mou de bière qu'on va distiller, donc c'est-à-dire mettre en chauffe, monter en température. Et une fois que la température de 78,6 degrés est atteinte, en fait, les premières vapeurs d'alcool commencent à sortir. Vous avez la chauffe dans la cuve en cuivre. Les vapeurs vont monter dans le chapeau au-dessus. Et là, on a deux possibilités de distillation. On fait soit une distillation qu'on appelle à l'écossaise, soit une distillation à repasse. Et les deux barriques, en fait, deux styles de barriques, sont vraiment la signature de la distillerie, c'est-à-dire que la valeur ajoutée, leur rapport aromatique est très différent. Les barriques de Bourbon qui ont contenu du Bourbon vont amener beaucoup de rondeur, beaucoup d'arômes sucrés, comme un peu de la caramel, vanille, peut-être une pointe de banane. Et la barrique de Bordeaux, au contraire, va ramener des notes beaucoup plus sèches, beaucoup plus tanniques, beaucoup plus boisées. Beaucoup d'incrédulité au départ, de dire mais comment on peut faire un whisky en Île-de-France, la Chevreuse, voilà, c'est pas possible, le whisky s'est fait en Écosse. Donc beaucoup de surprises, mais avec vraiment beaucoup d'intérêt, et le fait qu'on soit dans une démarche d'ancrage local va aussi dans le sens en fait, des gens de la région. Et deux types d'activités sont proposées à la fabrique à alcool, des visites de la distillerie sur rendez-vous pour apprendre à fabriquer des spiritueux et une activité d'atelier bien dans ton gin, vous avez compris le jeu de mots Gabriel, où les gens viennent distiller leur propre gin, ils élaborent la recette avec des professionnels et peuvent repartir avec leur propre gin. Je le rappelle tout de même, l'alcool est à consommer avec modération. Comme chaque mardi, on retrouve les astuces de nos chefs yvelinois pour réussir vos plats. Aujourd'hui, c'est le maître restaurateur des terrasses de Clairefontaine, Éric Voiron, qui a ouvert les portes de sa cuisine. À vous, Gabriel Gontier. On regarde tout de suite votre reportage. Bonjour, je m'appelle Éric Voiron, je suis chef de cuisine aux terrasses de Clairefontaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette d'automne avec des œufs pochés au cèpe et au girolles avec un coulis d'agastache. Pour commencer, on va prendre une petite casserole, on va y mettre de l'eau minérale, on va y mettre à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, on va y mettre notre œuf bien frais. L'œuf est poché correctement. On va le mettre dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Je vais vous faire voir comment on fait le pistou. Donc on prend un blender, on effeuille toute la gastache. On prend de la bonne huile d'olive, on mouille quasiment à niveau. À niveau, ça veut dire au niveau des feuilles. Une fois mixé, voilà le résultat. Pour piquer l'œuf, exactement comme le pistou, on met la gastache dans le blender. Ensuite, on met de l'eau minérale comme ceci. Et comme le pistou, on mixe. Voilà ce qu'on obtient. De l'huile de pépins de raisin, un peu de beurre de micelle. Une fois qu'il est bien noisette, lorsque le beurre ne chante plus, on y met nos girolles, nos cèpes. Ensuite, on va passer à la sauce. On va avoir besoin du pistou qu'on a fait au préalable, d'une casserole, de la crème fermière, un petit jus de citron, voilà, tout simplement.
On va prendre une seringue et on va juste tirer un peu d'agastache, voilà. On va se mettre les champignons qu'on a au préalable poêlés. Ensuite, on va se prendre l'œuf qu'on a poché et on va piquer l'œuf à l'agastache et à l'eau minérale. Ensuite, notre petite sauce au pistou d'agastache. Pour finir le plat, la petite émulsion, une petite entrée d'automne. Donc notre petite recette d'œufs pochés à l'agastache, cèpe et girolles. Ma petite astuce pour pocher l'œuf fermier, c'est d'avoir un œuf très frais. Ça vous a donné faim, Gabrielle? Oui, ça m'a donné faim. Est-ce que vous allez tenter de reproduire cette recette chez vous? Eh bah, pour être honnête, pas encore. Après, j'avoue que j'ai un peu peur de pas la réaliser aussi bien qu'Éric Voiron. En tout cas, si vous voulez tester de refaire cette recette chez vous, sachez que vous pourrez retrouver le reportage sur notre site internet avec la liste des ingrédients. Et c'est bientôt la fin de cette émission, mais juste avant de se quitter, jetons un petit coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, dans les Yvelines, le ciel devrait être très nuageux sur l'ensemble du département. Au niveau des températures, il fera 6 degrés à Mantes-la-Jolie et 5 degrés à Versailles, Rambouillet et Houdan. Dans l'après-midi, le ciel devrait rester couvert. Comptez 7 degrés à Houdan, Mantes-la-Jolie et Versailles. Il fera environ 6 degrés à Rambouillet. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout avec nous. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.